Viktor Orban dénonce « Venez écouter comment Zelensky a commis l'irréparable ». Dans son intervention, Viktor Orban ne laisse place à aucune ambiguïté. Un père de famille hongrois, double citoyen ukrainien et hongrois, a été battu à mort par des officiers recruteurs ukrainiens lors d'une conscription forcée. Ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas un accident. C'est un acte barbare commis en temps de paix sur un civil, un Européen, un membre à part entière de la communauté hongroise, donc aussi un citoyen de l'Union européenne. Orban refuse de se réfugier dans le langage diplomatique. Ce n'est pas une mort, il a été battu à mort, dit-il avec gravité. Il dénonce un crime d'État perpétré dans un pays que l'Union européenne veut intégrer au plus vite. Il pointe l'hypocrisie de Bruxelles. Comment peut-on parler d'adhésion quand des citoyens sont enrôlés de force, humiliés et tués? Comment peut-on exiger le respect de l'état de droit tout en fermant les yeux sur des exécutions politiques et ethniques camouflées sous l'étiquette de la mobilisation militaire? Orban va plus loin. Ce crime est un avertissement à toute l'Europe. Il prouve que la guerre n'est plus une rumeur lointaine à l'Est, mais une menace immédiate, tangible, sous notre nez, selon ses mots. Il démontre que l'Ukraine d'aujourd'hui, gangrenée par la violence, la peur et le mépris des droits fondamentaux, n'a aucune légitimité à intégrer l'Union européenne. En dénonçant cela, Orban ne s'oppose pas seulement à Zelensky, il accuse également Bruxelles de complicité passive. Il demande des comptes, il exige la vérité, et il appelle à protéger les siens, les Hongrois de Transcarpathie, mais aussi tous les Européens qui refusent que l'UE soit complice d'un tel engrenage meurtrier. Suivez et partagez cette vidéo, commentez, et dites-nous, l'UE a-t-elle vendu son âme aux marchands de guerre? Merci pour votre précieux soutien. Bonjour la Hongrie. Ici l'animateur Zsolt Törcsik. Un père de famille hongrois de 45 ans, originaire de Transcarpathie et père de 2 enfants, a perdu la vie. Il avait été battu et humilié il y a quelques semaines par des officiers recruteurs ukrainiens lors d'une conscription forcée. Il a ensuite été hospitalisé et c'est à l'hôpital qu'il a fini par mourir. C'est sur cette tragédie que j'interroge le Premier ministre Viktor Orban. Bonjour. La première question qui vient naturellement à l'esprit est « Pourquoi cet homme a-t-il dû mourir en laissant derrière lui 2 enfants ?» Nous parlons ici d'un citoyen hongrois. Un citoyen hongrois et ukrainien à double nationalité, donc quelqu'un qui appartient à notre communauté non seulement au sens culturel ou national, comme tous les Hongrois où qu'ils vivent font partie d'une communauté nationale, mais aussi au sens juridique. Cela signifie qu'il est protégé par la Constitution hongroise et par l'État hongrois. Cela nous donne, je pense, le droit d'éviter les formulations trop prudentes que j'ai pu voir dans les reportages. Il n'est pas simplement mort, il n'est pas décédé suite à une conscription forcée, il a été battu à mort. Un citoyen hongrois a été battu à mort. Voilà la réalité. C'est une affaire qui doit être élucidée. Cela ne peut pas arriver. Le fondement de la citoyenneté, c'est que si tu es citoyen, alors ton propre État te protège. Tu as des obligations envers la communauté des États, mais cette communauté a aussi des devoirs envers toi. Elle doit te protéger. Il faut donc s'occuper de la famille. Cela est en cours. Nous devons enquêter sur ce qui s'est passé. Cela aussi est en cours. Et il faut demander des comptes aux autorités ukrainiennes. Cela aussi est en cours. Il faut prendre cela très au sérieux, car celui qui a été battu à mort est l'un des nôtres. Il est évident que la racine de cette affaire est à chercher dans la guerre. Beaucoup de gens en Hongrie peuvent penser que le front est loin, et que si le front est loin, la guerre est aussi loin. Peut-être à plus de 1000 kilomètres. Quelque part autour de Donetsk, rien que de prononcer ce mot donne un sentiment de distance. Mais la vérité, c'est que la guerre a lieu sur le territoire de notre pays voisin. Et cela importe peu à quel endroit exactement de ce pays voisin, car c'est une guerre chez notre voisin. Cela signifie que cette personne pouvait vivre à 15, 20 ou 30 kilomètres de la frontière hongroise, et c'est là qu'il a été battu à mort. Donc cette guerre, cette menace, cette peur, ce danger qui en découle, ils sont juste sous notre nez. Il n'y a donc rien d'exagéré à dire que nous vivons à une époque de danger et qu'il faut être extrêmement vigilant, car chaque mouvement, chaque décision, chaque parole peut avoir ici une importance capitale. Cela attire également l'attention sur la question du Vox 2025, ce référendum, ce vote concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'était une action commune justifiée des Hongrois, une démarche collective. Car un pays dans lequel des gens sont battus à mort à la suite d'une conscription forcée, et cela ne concerne pas seulement les Hongrois, car la conscription forcée touche tout le monde, un tel pays ne peut pas être membre de l'Union européenne. Car si nous acceptons un tel pays, nous acceptons aussi la guerre et toutes ses conséquences. Donc au-delà des prières et de tout ce que nous faisons pour la famille du défunt,
Cela constitue aussi un signal d'alarme, un coup de semonce pour la Hongrie. La guerre est à notre porte. Nous parlerons dans un instant des implications plus larges, mais vous avez dit qu'il faut enquêter sur cette affaire. Hier, le commandement des forces terrestres ukrainiennes a déclaré que l'homme en question n'était pas mort à la suite de violences et qu'il avait été, selon leur formulation, mobilisé sur une base légitime et légale en tant que citoyen ukrainien. Dans quelle mesure peut-on se satisfaire d'une telle explication du côté hongrois? Et quelles options la Hongrie a-t-elle dans cette affaire? On ne peut absolument pas s'en satisfaire, car nous ne pouvons pas mettre la tête dans le sable. Nous savons exactement ce qui se passe en Ukraine. Il y a une conscription forcée en cours. C'est une guerre extrêmement difficile, une guerre d'usure, c'est ainsi qu'on la qualifie dans le langage militaire. Et l'usure signifie ici deux choses. D'une part, le mot désigne un processus lent. Cela se produit de manière continue, lentement, jour après jour. C'est un bain de sang. Des guerres de ce genre ont existé dans l'histoire de l'Europe. Il y a eu, sur le territoire hongrois, des régions qui ont changé plusieurs fois de main au cours d'un même conflit. Moi-même je viens d'une région comme celle-là, autour de Székesfehérvár, où les armées s'enlisaient, les lignes de front bougeaient à peine, avançant un jour, reculant le lendemain. Et dans ce genre de guerre, d'innombrables personnes perdent la vie. C'est un véritable bain de sang. Ce fut le cas aussi dans certaines batailles de la Première Guerre mondiale, plus à l'ouest de chez nous. Ici, cela dure depuis 3 ans. Donc l'usure signifie aussi que le conflit s'éternise, qu'il dure très longtemps et qu'il coûte la vie à un nombre énorme de personnes. C'est pourquoi je dis, non seulement d'un point de vue moral, et pas seulement en tant que Premier ministre responsable de la sécurité d'un pays voisin, mais aussi à la lumière de l'expérience historique, que ce type de guerre n'a pas de solution militaire. On ne peut pas la gagner sur le champ de bataille, on ne peut pas la conclure militairement. Ce n'est pas la force militaire qui décidera de l'issue de cette guerre, mais l'effort diplomatique. Et même si, d'un point de vue tactique, les Russes sont en position de force et que les Ukrainiens ont en réalité déjà perdu cette guerre, l'Europe l'a aussi perdue avec l'Ukraine. Mais personne n'a encore le courage d'admettre cela et d'en tirer les conséquences. Au lieu de cela, on fait semblant de croire que cette guerre peut être gagnée, alors que la victoire n'est pas possible sur le front. Ce dont on a besoin, c'est de diplomatie, de cessez-le-feu, de bénédiction pour la paix. Puisque vous avez mentionné Bruxelles, ces derniers jours, on a commencé à se poser la question suivante. Dans quelle mesure la pratique actuelle de l'Ukraine est-elle européenne, si ce pays souhaite rejoindre l'Union européenne? Mais la question mérite aussi d'être posée dans l'autre sens. À quel point ces cas, ces tragédies, sont-ils visibles depuis Bruxelles? Car ici, lorsqu'il s'agit d'un citoyen hongrois, cela signifie aussi qu'il s'agit d'un citoyen de l'Union européenne. Et pourtant, à chaque sommet européen des chefs de gouvernement, nous devons entendre désormais même publiquement que l'Ukraine a rempli tous les critères d'adhésion à l'Union européenne. Ils prétendent que la corruption y a été éradiquée, que l'état de droit y règne, que les droits de l'homme y sont respectés, et que l'économie y est en bon état. Donc, les dirigeants de l'Union européenne parlent de l'Ukraine comme d'un pays prêt à adhérer à l'Union européenne, un pays pour lequel, selon eux, les négociations d'adhésion à venir ne seraient qu'une formalité. Ils affirment que l'Ukraine a déjà fait sa part, et que c'est maintenant à nous, Européens, d'agir. Ils affirment aussi que l'adhésion de l'Ukraine doit être effective d'ici 2035, quoi qu'il arrive. Hier ou avant-hier, une grande conférence s'est tenue à Rome, où cette position a été affirmée publiquement. Moi, je me prends la tête entre les mains. Ceux qui affirment que l'Ukraine est prête pour l'adhésion à l'Union européenne sont aussi éloignés de la réalité que Mako l'Est de Jérusalem. Note de la rédaction. Proverbe hongrois signifiant extrêmement éloigné. Peut-être qu'à Bruxelles, on peut tromper les gens, même si, pour adhérer à une telle position, il faut être d'une grande naïveté. Mais ici, où nous vivons à la frontière de l'Ukraine, dire que l'Ukraine est prête à rejoindre l'Union européenne est une erreur monumentale, voire une ineptie totale. La réalité, c'est qu'il y a des conscriptions forcées en cours, que des gens meurent, qu'aucune liberté civile n'est garantie, que l'économie ne fonctionne pas, que nous les entretenons avec l'argent occidental, et qu'on ne voit aucune perspective d'une économie ukrainienne moderne à venir, ni même de volonté de mettre fin à cette guerre. Imaginez un instant que l'Ukraine soit déjà membre de l'Union européenne aujourd'hui. Cela signifierait que l'Union européenne serait en guerre avec la Russie en ce moment même. Si nous intégrons l'Ukraine, nous intégrons la guerre et personne ne peut sérieusement vouloir cela. Malgré cela, à Bruxelles, tout le monde semble avoir perdu le sens commun, je ne sais même plus comment le dire sans être blessant, et ne parle que de gagner la guerre, de comment nous allons vaincre la Russie sur le territoire de l'Ukraine. Pendant ce temps, des cas comme celui dont nous parlons maintenant se produisent en quantité innombrable.
des orphelins, des veuves, des souffrances, des larmes pas au cœur de l'Europe, peut-être, mais sur son flanc oriental et dans notre civilisation chrétienne européenne. Cette guerre ne doit pas être soutenue, elle ne doit pas être financée, elle doit être arrêtée. Le débat sur l'Ukraine, tel qu'il se déroule au sein de l'Union européenne, existe aussi en Hongrie sur le plan politique. Mais une telle tragédie, un tel événement, comment devrait-il influencer ou transformer ces débats? Je ne trouve pas du tout anormal qu'il y ait des débats en Hongrie. Ce sont des débats sérieux, profonds, aux conséquences majeures. Mais il y a aussi, en Hongrie, des partis favorables à la guerre. Ceux qui soutiennent la Commission européenne et les dirigeants européens qui veulent cette guerre et veulent la gagner, soutiennent cette guerre depuis la Hongrie. Il y a au moins deux partis dans ce cas, la coalition démocratique, DK, et le parti TISA. On peut clairement les qualifier de partis bellicistes. Ce sont des partis de la guerre. Bien sûr, ils disent qu'on ne peut parvenir à la paix qu'à travers la victoire, mais c'est justement cela la définition d'un parti belliciste, il veut la guerre. Qu'il la veuille au nom de la paix, ou pour un autre objectif, cela, on le verra plus tard, mais ce qui est certain, c'est qu'il veut la guerre maintenant. Ce sont des partis bellicistes. Ce sont les membres hongrois de la coalition guerrière de Bruxelles. Et il y a aussi des partis anti-guerre, qu'on peut appeler partis de la paix. Le Fidesz appartient à ce camp européen-là, la majorité des patriotes défendent la paix, nous sommes un parti pour la paix. Donc, que cela apparaisse dans la politique intérieure hongroise, je ne trouve pas cela surprenant. Nous parlons d'un pays voisin. Et la Hongrie a en réalité deux options. La première, c'est de se ranger du côté de Bruxelles et de dire « Allons-y, plongeons dans la guerre, donnons de l'argent, des armes, et plus tard, s'il le faut, des hommes aussi. Battons les Russes sur le territoire ukrainien. » C'est notre guerre aussi, disent-ils à Bruxelles, cette guerre est menée pour nous, alors participons Y pleinement. L'autre position, la nôtre, dit, ce n'est pas notre guerre. Cette guerre ne doit pas être élargie, mais restreinte, localisée, clôturée. Et il faut conclure la paix au plus vite. C'est notre position. Que ce débat soit aussi visible dans la politique intérieure hongroise est une conséquence naturelle du fait que nous sommes membres de l'Union européenne et que l'Union est divisée entre deux camps, les pro-guerre et les pro-paix. Quant à l'adhésion de l'Ukraine, Bruxelles a aussi des plans très concrets pour continuer le soutien financier à ce pays. Par exemple, à partir de 2028, ils ont prévu 100 milliards d'euros, soit environ 40 000 milliards de forints. Mais vous avez déclaré hier que l'industrie et l'économie européenne souffrent. Alors, dans ces conditions économiques difficiles, d'où viendra tout cet argent pour l'Ukraine? Eh bien, par l'emprunt. Le plan, c'est que les États membres de l'Union européenne s'endettent ensemble, contractent un prêt commun, et que cet argent soit donné à l'Ukraine. Franchement, je n'ai jamais entendu une absurdité pareille de toute ma vie, ou alors il faut remonter très loin dans ma mémoire pour en trouver une comparable. L'économie européenne souffre. Elle a perdu sa compétitivité. En Europe, le gaz coûte 3 à 4 fois plus cher, l'électricité 2 à 3 fois plus chère pour les ménages et les entreprises que chez nos concurrents. Si nous avons de l'argent, ou si nous voulons emprunter, ce qui, en soi, est déjà une chose problématique, car pourquoi devons-nous contracter une dette commune? Mais si déjà nous voulons mobiliser une énorme somme d'argent, et si nous nous demandons ce dont l'Europe a le plus besoin, eh bien c'est de reconstruire son économie. C'est à cela qu'il faut consacrer l'argent, pas à le donner à d'autres. Il faut investir cet argent en Europe, pour l'Europe. Ce que vous venez de citer signifie que l'Union contracte un prêt commun et que l'argent des Hongrois partira en Ukraine. Eh bien, je m'y opposerai jusqu'au bout. Et oui, Viktor Orban s'y opposera jusqu'au bout, un homme déterminé. Cette affaire dépasse le simple drame humain. Elle révèle ce que certains veulent cacher. Derrière les discours officiels, une réalité brutale persiste. L'Europe doit-elle vraiment fermer les yeux? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a interpellé, likez, partagez et surtout donnez votre avis en commentaire. À très vite sur la chaîne.